La deuxième table ronde, c'est les professionnels les plus exposés. Et là, je voudrais simplement faire référence à Henri Pézra, qui disait souvent que les travailleurs sont les sentinelles de la santé environnementale. Et je crois que, pour revenir au parallèle avec l'amiante, de ce que Giovanni vient de dire et d'intervention de ce matin, moi je voudrais retenir deux choses. D'une part, l'usage contrôlé qu'on retrouve absolument dans toutes les productions dans lesquelles il y a des toxiques. L'usage contrôlé, c'est bien souvent un mythe. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'à très faible dose, les produits sont toxiques. Donc, la prévention, c'est d'abord d'éviter tout contact entre les travailleurs et bien sûr les populations environnementales par rapport aux produits. Et on va voir avec cette table ronde la difficulté. Le deuxième parallèle, c'est bien sûr les conflits d'intérêts où les industriels ont joué un rôle délétère, il faut le dire, pour imposer le type de système productif dans lequel on est aujourd'hui. Et puis, dernier point, par rapport aux travailleurs, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis un siècle, la mort ouvrière, la mort des travailleurs, les risques du travail sont considérés comme quelque chose de normal. C'est-à-dire qu'en 1898, il y a eu une loi sur les accidents du travail qui, au lieu d'orienter la politique publique sanitaire sur la prévention, a orienté exclusivement sur l'indemnisation, en disant ça fait partie des dégâts du progrès. Il faut indemniser les ouvriers et leurs familles quand il y a un accident du travail, mais indépendamment de la cause de cet accident. Et malheureusement, cette philosophie de l'assurance appliquée au risque du travail est devenue une culture. Et si vous remarquez bien, qu'il s'agisse des morts par maladie professionnelle, cancer professionnel, maladie neurologique, qu'il s'agisse des accidents du travail, il faut savoir qu'en France aujourd'hui encore, nous avons 2 accidents mortels par jour. Il n'y a jamais d'article dans la presse sur ces accidents du travail, sauf quand il y a des mobilisations. Et c'est le dernier point sur lequel je voulais faire réfléchir par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, c'est, et là je rejoins complètement ce que disait Giovanni, c'est le fait que ce sont les mobilisations citoyennes, syndicales, qui, à un moment donné, font évoluer les choses. Et je pense qu'on est actuellement dans cette situation. Donc je vais donner la parole tout de suite à Jean-Noël Jouzel, qui va se présenter. Bonjour. Voilà, je suis donc Jean-Noël Jouzel, je suis sociologue au CNRS et à Sciences Po. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, qui est sorti cet été, l'été dernier, sur l'exposition professionnelle aux pesticides des agriculteurs. C'est un rapport d'expertise. Je vais vous présenter rapidement le contexte de ce rapport, son contenu et puis la réception de ce rapport par les institutions. Je vais essayer d'être rapide. C'est un rapport d'expertise qui est le fruit d'une expertise collective produite par un groupe d'experts qui a été mis en place par l'agence, par l'ANSES, en 2012. Donc c'est une expertise au très long cours, sur 4 ans. Qui est le produit d'une autosaisine de l'ANSES. Et c'est une de ses premières autosaisines quand l'agence a été créée en 2010. Dès 2011, elle s'autosaisit de ce sujet de l'exposition professionnelle aux pesticides. Alors, initialement, je pense que l'ANSES avait en tête d'étudier l'exposition, d'étudier à la fois d'étudier les risques des pesticides pour les agriculteurs, c'est-à-dire à la fois la question de l'exposition et des dangers,
La question des dangers des pesticides était traitée par ailleurs par l'INSERM, dans l'expertise collective dont vous a parlé Giovanni. Donc l'ANSES a fait le choix de se focaliser sur la question de l'exposition, en laissant de côté la question des dangers. Simplement essayer de réunir des experts autour d'une table pour documenter cette question de à quoi sont exposés les agriculteurs, à quels produits, dans quelle quantité, à quelle fréquence. Et puis le contexte aussi de l'autosaisine, c'est les premiers signaux des difficultés du plan éco-phyto dont vous a parlé Giovanni. Donc il commençait à être déjà clair que la réduction des pesticides était une gageure, quoi, une difficulté importante. Donc, je vous cite un petit extrait de l'autosaisine. Identifier, évaluer et caractériser les expositions à risque des travailleurs agricoles aux pesticides dans l'agriculture afin de proposer des actions de réduction ciblées et proportionnées par des moyens de prévention. J'ai mis en gras les termes qui sont rapidement apparus comme étant des enjeux de définition pas évidents. En fait, c'est quoi une exposition? C'est une exposition à risque. C'est quoi, compte tenu de ce qu'on sait et aussi de ce qu'on ignore sur les dangers des pesticides? On ne peut pas... il n'est pas évident de dire voilà tel pesticide c'est dangereux, tel pesticide c'est pas dangereux, c'est pas simple. La notion même de travailleurs agricoles, c'est pas simple de les compter. Par exemple, les saisonniers, c'est très difficile de compter cette population-là. La notion même de pesticides aussi, c'est pas évident. Il y a une série de régimes réglementaires, je reviendrai pas dessus, mais on différencie classiquement les phytopharmaceutiques, les biocides, les médicaments vétérinaires, qui ne rentrent pas dans les mêmes régimes réglementaires, qui ne rentrent pas dans les mêmes modes d'évaluation des risques, mais qui pourtant sont souvent les mêmes molécules. Donc l'ANSES a fait le choix d'une approche très interdisciplinaire, a réuni une douzaine d'experts venant d'une série de disciplines très variées pour travailler sur cette question. Il y avait donc des épidémiologistes, toxicologues, expologues, l'ergonomie était représentée notamment à travers Alain Garrigou, ici présent, mais aussi des historiens, des sociologues, ce qui est assez original pour ce genre d'expertise collective, c'est à ce titre que j'ai participé aux travaux de l'expertise collective. Alors donc, je ne reviens pas sur le détail, mais voilà, c'est une autosaisine au long cours, c'est un travail qui est plus long que ceux que réalise d'habitude l'ANSES, parce que c'est un sujet particulièrement touffu et qu'en réalité l'ANSES n'avait pas forcément tout à fait idée de ce qui ressortirait de ce travail collectif. L'ANSES a laissé de ce fait une autonomie importante aux experts dans leur manière de réfléchir, de problématiser le sujet, de faire des choix de quel type de problématique étudier. Notons-le au passage, mais l'ANSES a lancé au même moment une autre autosaisine sur la question des EPI, des équipements de protection individuelle, donc les gants, les combinaisons, les masques, qui sont très souvent portés et dont le port est très souvent recommandé à l'issue de l'évaluation réglementaire des risques des pesticides pour les travailleurs agricoles, avec l'idée que ce sont des moyens efficaces de se protéger. Et donc l'ANSES voulait se questionner parallèlement sur l'efficacité de ces moyens de protection. Est-ce que ça marche vraiment ? Ce qui n'est pas laissé sans poser problème à notre propre groupe sur l'exposition, parce que c'est une question qui relevait aussi de notre périmètre. Donc il y a eu des petits enjeux de conflit de territoire entre ces deux autosaisines et les deux expertises qui en ont résulté. Alors, je ne vais pas vous donner l'intégralité du contenu du rapport, parce qu'il est extrêmement long. C'est, je crois, le rapport le plus long qu'a sorti l'agence, l'ANSES, depuis 7 ans qu'elle existe. Mais je vais insister rapidement sur quelques aspects qui me semblent les principaux, mais il y en a de nombreux autres. Je ne vais vraiment pas faire justice de tout ce qu'il y a dans le rapport, on n'a absolument pas le temps ici. Simplement, comment on a procédé dans le groupe? On a procédé assez classiquement par une bibliographie sur le sujet, les expositions des agriculteurs aux pesticides. Voilà, on a lu la littérature scientifique existante, la littérature grise. Il y avait non seulement beaucoup de littérature et en même temps il y avait des trous abyssaux, je vais revenir dessus, et il y avait aussi beaucoup de problématiques, de manières d'aborder la question, ce n'était pas évident, donc on s'est aussi recentré sur 2 études de cas, de manière à un peu resserrer la manière de penser le sujet. Donc on a pris 2 cas qui paraissaient assez peu documentés dans la littérature, l'élevage au vin et la réentrée en arboriculture. On a procédé également par une série d'auditions d'acteurs susceptibles de nous apporter des informations. Bref, il en a résulté, au bout de 4 ans, d'un très très long travail, un rapport très riche, avec un volume central de 244 pages, qui est déjà conséquent. Vous pouvez le lire sur la plage cet été, mais enfin, il faut déjà le digérer. Et puis, on a ajouté 6 volumes annexes, ce qui fait un total de plus de 1000 pages,
sur l'analyse de la littérature pour le cas de la France, sur l'étude de cas sur l'élevage ovin, sur l'étude de cas sur la réentrée en arboriculture, sur les usages possibles des statistiques agricoles pour caractériser l'exposition, sur les autres sources d'information, je ne reviens pas dessus, et puis je reviendrai un peu dessus, pour le coup, le dernier rapport annexe, sur le traitement de l'exposition dans l'homologation des pesticides, dans l'autorisation de mise sur le marché. Alors je vais insister là sur quatre points, mais encore une fois, on pourrait en prendre d'autres, hein, sur 4 constats qui sont faits, qui ont été faits dans ce rapport par le groupe d'experts auquel Alain et moi avons collaboré pendant 4 ans. D'abord sur l'état des connaissances, je vais vite, mais retenons simplement que les connaissances sont existantes, il y a des choses qui ont été produites, mais en même temps, c'est très lacunaire. On se rend compte qu'il y a toute une série de questions qui sont très peu documentées, que par exemple, quand on regarde dans la littérature en épidémiologie ou en expologie sur la question de quelles sont les expositions des éleveurs, par exemple des éleveurs de moutons aux pesticides, on utilise des pesticides sous forme de biocides ou pour le traitement des locaux d'élevage ou de médicaments vétérinaires pour le soin des bêtes. On sait très peu de choses, il y a vraiment très peu de choses qui ont été écrites sur l'exposition des éleveurs aux pesticides dans ce contexte. On a aussi observé que ces données étaient très faiblement centralisées et que leur circulation restait très limitée et que parfois les acteurs de terrain étaient vraiment peu informés dans certaines filières, par exemple l'élevage ovin, du peu qui était disponible sur la question de l'exposition aux pesticides dans leur milieu. Second enseignement sur lequel je voudrais attirer votre attention, qui est dans le rapport, c'est les options de prévention, puisqu'il était demandé au groupe d'experts de se prononcer sur des mesures de prévention proportionnées. Alors, compte tenu de l'immensité de ce qu'on ne sait pas, ce n'est pas évident de proposer des options de prévention proportionnées. En tout cas, un des apports de ce groupe d'experts, c'est d'interroger la place des équipements de protection individuelle dans l'arsenal préventif. Alors Alain, je pense, reviendra sur la question qu'il connaît beaucoup mieux que moi dans son intervention. Mais voilà, le rapport se demande, à mon avis à raison, s'il n'y a pas une forme d'entorse au principe du code du travail, sinon l'omniprésence, en tout cas la relative généralisation de l'utilisation des équipements de protection individuelle dans le cadre de la protection des agriculteurs exposés aux pesticides. Le Code du travail précise bien que les équipements de protection individuelle sont la dernière roue du carrosse, qu'on ne les utilise qu'en dernier recours, après avoir essayé toute une série d'autres options de mesures de protection. Leur omniprésence dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché des pesticides pose vraiment question du point de vue de la cohérence réglementaire entre le Code du travail et la réglementation applicable à la mise sur le marché des pesticides. Et puis, le groupe de travail relève aussi des travaux qui notent l'efficacité parfois douteuse de ces équipements de protection individuels, mais je vais laisser, je pense, Alain élaborer un propos plus précis que le mien là-dessus. Le rapport promeut, dans ses conclusions, la co-conception du matériel de traitement. On a parlé du matériel tout à l'heure, c'est un élément important, une option de prévention qui pourrait être sûrement beaucoup plus optimisée en intégrant le point de vue des utilisateurs aussi dans la mise en place d'équipements, de matériel de traitement moins exposants. Le rapport suggère aussi fortement de renforcer le contrôle du matériel de pulvérisation. Enfin, c'est des options parmi d'autres, mais c'est pour montrer qu'énormément de choses restent à faire. Voilà. Quelques constats aussi sur le conseil qui ont été faits dans le rapport, sur le conseil en matière de prévention et de limitation des expositions professionnelles aux pesticides. Le rapport note d'abord que le Conseil sur la prévention des risques en matière d'utilisation des phytosanitaires en agriculture donne lieu à des interventions qui sont quand même très éclatées entre une série d'institutions qui vont des coopératives qui vendent les produits et doivent donner du conseil sur la protection et sur l'hygiène et la sécurité, à la mutualité sociale agricole et à ses conseillers techniques, en passant par les conseillers techniques des chambres d'agriculture. Enfin, il y a des interventions qui sont éclatées, peu coordonnées, pas toujours cohérentes. Une couverture très incomplète de la population agricole. Par exemple, pour les éleveurs, il est assez possible d'être peu touchés par les conseils en prévention, et c'est quand même préoccupant parce que les éleveurs, au même titre que les autres agriculteurs, sont exposés aux pesticides. Et puis, le rapport relève le conflit d'intérêts structurels qui a été relevé tout à l'heure déjà
par M. Boulier entre la mission de vente et la mission de conseil qui est donnée aux coopératives. C'est vraiment extrêmement problématique. Dernier point sur lequel je vais insister, c'est la mise sur le marché. Le rapport fait des constats sur la manière dont les expositions professionnelles aux pesticides sont évaluées, sont estimées plutôt, dans le contexte de l'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Tout pesticide qui est mis sur le marché a fait au préalable l'objet d'une évaluation des risques, c'est-à-dire une évaluation de ses dangers et une évaluation des expositions des populations exposées, et la principale d'entre elles étant les agriculteurs. Il y a une estimation de l'exposition pour tout pesticide commercialisé. Alors, le groupe d'experts s'est intéressé à la manière dont on estimait les expositions dans ce cadre réglementaire. Ce qu'on relève d'abord, c'est une hétérogénéité réglementaire importante entre les phytopharmaceutiques utilisés pour les plantes, les biocides utilisés pour les locaux d'élevage notamment, les médicaments vétérinaires utilisés pour le soin des bêtes. Ce n'est pas les mêmes exigences réglementaires, alors que c'est souvent les mêmes molécules, donc c'est quand même problématique. Ce que relève le groupe d'experts aussi, c'est que la propriété de la plupart des données, la plupart des données produites sur l'exposition des agriculteurs aux pesticides reste la propriété des industriels, et que donc l'accès y est très limité, et qu'inversement, les quelques rares données académiques publiques, publiées dans la littérature scientifique qui existent sur ce sujet sont très peu, voire pas du tout prises en compte dans le cadre de l'évaluation réglementaire des risques liés aux pesticides. C'est d'autant plus problématique que plusieurs de ces données académiques suggèrent que l'estimation réglementaire de l'exposition aux pesticides tend à la sous-estimer, parce qu'elle fait des choix qui ne sont pas nécessairement représentatifs de la réalité des pratiques. Voilà, et notamment certains de ces choix sont liés à la focalisation de l'évaluation réglementaire des expositions professionnelles aux pesticides sur un nombre restreint de déterminants et de scénarios d'exposition, et puis sur une approche pire cas qui est souvent insuffisamment justifiée. Dans les mesures d'exposition qui sont faites dans le cadre réglementaire, on évacue les données les plus exposantes au motif qu'elles sont aberrantes. Ça ne va vraiment pas de soi, parce que quand on s'intéresse aux pratiques telles qu'elles se font, on voit qu'il y a des situations très exposantes qui sont liées à des incidents lors des traitements qui sont néanmoins fréquentes, qu'on ne peut pas écarter au motif que c'est des aberrations. Voilà, pour conclure, je vais dire un tout petit mot de la réception par les institutions qui n'a pas été évidente. Le dialogue d'abord avec l'ANSES n'a pas toujours été évident, notamment en raison de ces enjeux de territoire entre la question notamment des EPI, qui devait la traiter. Bon, ça n'a pas été limpide. Voilà, l'avis de l'agence est sur certains points nettement en retrait par rapport aux conclusions du rapport, notamment sur ce qui concerne la révision nécessaire des modalités d'évaluation de l'exposition dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché. L'accueil des autorités de tutelle a été assez frais, notamment au ministère de l'Agriculture. Pourquoi? Parce que le rapport discute des options de prévention qui restent dominantes, le recours aux équipements de protection individuelle, le renforcement des exigences réglementaires en matière d'évaluation des risques, et aussi parce que le rapport pointe l'écart, à mon avis très dommageable et de plus en plus important, entre la science réglementaire, celle qu'utilise la réglementation des pesticides, et la science académique qui, bien souvent, n'est pas utilisée. Et dans un contexte de rareté des données, c'est quand même extrêmement dommage de ne pas utiliser les données disponibles. Voilà, je vous remercie de votre attention.